La pédagogie Montessori, c'est pas seulement une question de matériel ou de jolies activités que vous allez chiner de ci de là sur Pinterest ou sur un groupe Facebook. La pédagogie Montessori, c'est beaucoup plus que ça. Je vous en avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière avec les 2 piliers de la pédagogie Montessori, et vous avez été nombreuses à me poser des questions à ce sujet, à me dire ouais, mais alors comment faire pour développer ce pilier du positionnement, comment pas seulement faire du Montessori, comme on voit un peu partout, mais comment aller justement au-delà, comment vivre la pédagogie Montessori. J'avais envie aujourd'hui de vous faire cette vidéo dans mon jardin parce que la magie a opéré cette nuit. Attendez, hop, j'ai une branche. Vous voyez tout autour de moi la neige. Et c'est important la neige parce que ça émerveille, la neige. Et j'aurai l'occasion de faire des vidéos au sujet de l'émerveillement. Mais Maria Montessori a beaucoup parlé d'émerveillement justement, d'intérêt de l'enfant, de passion, de besoin, de désir, d'urgence. Aujourd'hui, je vais vous parler de positionnement. Je vais vous parler d'aller plus loin que simplement faire des petites activités. Comment ? Au travers finalement 10 clés que Maria Montessori a développées pour vous aider, nous aider à être dans la bienveillance. Alors, il y a un tracteur qui vient de passer là. On vit à la campagne, n'est-ce pas? Donc 10 clés pour cheminer dans la bienveillance, parce que oui, la pédagogie Montessori, c'est une approche de la bienveillance. Bonjour quand même et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Victoria du site Enfance Positive et depuis 2013 j'accompagne des parents et des professionnels de l'éducation qui veulent accompagner l'enfant dans la bienveillance et avec les pédagogies alternatives. Et moi mon credo c'est aller plus loin que ce que vous voyez sur les réseaux. Et Montessori c'est pas juste un lit cabane et 3 pompons dans un bol. Donc Maria Montessori, c'est 40 années de recherche sur l'enfant. Et dans ces 40 années de recherche, elle a écrit un texte. Notamment, elle a écrit plusieurs textes. Et c'est ce texte que je vais vous lire aujourd'hui. C'est de ce texte que l'on va parler dans cette vidéo. Et c'est ce texte qui va vous donner les 10 clés pour finalement voir la pédagogie Montessori comme un chemin vers la bienveillance. Alors ce texte, je l'ai imprimé, j'ai fait mes anti-sèches. Ce que je veux vous dire d'abord, avant de rentrer dans les détails de ces 10 clés, c'est que le but ici, c'est de vous les faire découvrir, ces clés. J'ai tourné une formation qui est disponible gratuitement. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Et dans cette formation gratuite, qui dure 1h30, j'ai pris le temps d'aller à fond dans la description, l'illustration de chacun de ces points. Je vous ai donné des exemples, je vous ai donné des astuces pour le pratiquer au quotidien. Peu importe l'âge de vos enfants, peu importe si vous êtes là en tant que parent ou en tant que professionnel. Donc je vous invite à vous inscrire à cette formation parce que vous allez voir que ça donne énormément de clés pour développer le pilier positionnement de la pédagogie Montessori, qui est le pilier fondateur. On s'entend que si vous n'avez pas ce pilier-là, enfin personnellement, je trouve que ça, ça coupe toute la puissance du matériel et de toutes les activités que vous pourrez installer par la suite. On est arrivé à notre petit, hop, vous voyez, notre petite cabane de jardin. Donc, c'est 10 clés pour cheminer vers la bienveillance grâce à Maria Montessori. Première clé, je prends mon papier dans le bon sens, c'est mieux. Ne touchez jamais l'enfant, sauf s'il vous y invite d'une manière ou d'une autre. Je pense que ce premier point-là, il est assez clair. On ne bouge pas un enfant par derrière, on ne lui essuie pas la bouche par derrière, on ne passe pas sa main dans ses cheveux, même si on est bien d'accord que l'intention n'est pas négative.
quand on a des petits et puis qu'on veut les habiller, on va les prévenir et puis surtout on va attendre que l'enfant il intègre. Parce que souvent on verbalise, on lui dit je vais te changer la couche et puis on n'attend pas que l'enfant ait le temps d'intégrer cette information, que l'enfant est déjà sur le tapis de change et qu'on lui a déjà enlevé le pantalon. Donc de tous les âges, voilà, on ne touche pas un enfant sans qu'il nous y invite. Et ça vaut aussi pour les bisous à la grand-mère. Point numéro 2, ne dites jamais du mal d'un enfant devant lui ou en son absence. Alors ça, c'est un truc, on est bien d'accord qu'ici, je vais même pas vous dire que le fait de dire à un enfant qu'il est stupide ou qu'il a rien compris à rien, que c'est pas très bienveillant et constructif. Je pense que, enfin j'espère que si vous m'écoutez, vous avez conscience naturellement déjà de ça. Ici, ça va au-delà. Ça va au-delà. Et d'ailleurs, j'ai passé un long moment dans la formation dont je vous parlais tout à l'heure à parler de ça. Parce que ça va beaucoup plus loin. Ça va dans les mots que l'on va employer, même entre nous, entre adultes, quand les enfants ne sont pas là. Et j'explique d'ailleurs dans la formation à quel point les mots programment notre esprit à ne plus voir que ce qui ne va pas. Et à quel point vous programmez chez l'autre, ou l'autre programme chez vous, si c'est lui qui vous dit ces mots-là, une vision de l'enfant et qui automatiquement va faire que vous allez poser une étiquette. Et ça, c'est pas bon parce que vous allez vous enferrer finalement dans les difficultés. Ça va créer un cercle vicieux. Et dans la vidéo de formation, j'explique aussi les fameux posts décharge sur Facebook. Hein, quand on publie un peu des photos comme ça qui se veulent humoristiques par rapport aux enfants et puis par rapport à ce qu'on vit avec eux. Et justement, dans la formation, j'explique le pouvoir des mots sur votre subconscient et du coup l'influence que ça va avoir dans votre relation avec vos élèves ou avec vos enfants ou avec les enfants que vous accompagnez. Donc très important, on fait attention aux gens qu'on a dans notre vie, on fait attention aux objets qu'on a dans notre maison, et bien de la même façon il faut faire attention aux mots qu'on laisse rentrer dans notre subconscient, et c'est ça que Maria Montessori nous explique. Alors, point numéro 3, concentrez votre effort à renforcer et à aider le développement de ce qui est positif en l'enfant. Maria Montessori était une fan de psychologie positive, même avant que ce terme existe. Finalement, en fait, ce que Maria Montessori nous invite à faire ici, c'est, oui, bien sûr que l'enfant va avoir des difficultés, va peut-être rencontrer à un moment donné des éléments dans sa vie qui vont faire qu'il a des lacunes ou que rencontrer des challenges. Mais plutôt que de voir ce que l'enfant n'a pas encore acquis et ce que l'enfant ne sait pas encore faire, Maria Montessori nous invite ici à faire le point déjà sur les acquis, les réussites et surtout les talents de nos enfants. Parce que bien souvent, c'est un peu comme à l'école, vous voyez, on va surligner les fautes. On parle d'ailleurs de fautes, hein, pas d'erreurs. Donc on va surligner en rouge les fautes, on va enlever des points. Donc on ne fait le focus que sur ce qui ne va pas. Et bien sûr qu'à un moment donné, il faut avoir une vision claire excusez-moi, de la situation. Mais le problème, c'est que quand on ne porte notre attention que sur ce qui ne va pas, on ne peut plus porter l'attention sur ce qui va. On oublie ce qui va. Et quand on oublie ce qui va, on ne peut pas réellement aider l'enfant à avoir confiance en lui. Et on ne peut pas non plus aider l'enfant en lui proposant les bonnes activités. Parce que ce que je vous expliquais dans la vidéo de la semaine dernière, c'est que les deux piliers en fait sont en corrélation. Et donc plus vous allez travailler ce point, ce que je vous dis dans cette vidéo, et plus vous allez l'aider à mieux apprendre forcément. Notamment parce que vous allez l'aider à construire sa confiance en lui. Point numéro 4. Mettez toute votre énergie dans la préparation du milieu. Prenez-en soin régulièrement d'une façon méticuleuse. Alors ce point 4, il est intéressant parce que ce que j'explique dans la formation, la pédagogie Montessori, comme beaucoup de pédagogies actives,
considère l'environnement comme le troisième éducateur et donne à l'environnement des pouvoirs, celui de favoriser ou de défavoriser le développement de l'enfant. Et donc, en fonction de l'environnement, eh bien, l'enfant va développer plus ou moins son potentiel. Donc, un des rôles majeurs de l'adulte dans la pédagogie Montessori, ça va être justement de faire attention à son environnement, qu'il corresponde à certains principes qui ne sont pas là pour nous embêter, mais qui ont été étudiés sur base justement du développement de l'enfant. Point 5. Aider l'enfant à établir de bonnes relations avec le milieu. Montrez-lui l'endroit où le matériel se range et indiquez-lui comment il doit s'en servir. Alors là aussi, établir de bonnes relations avec le milieu. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça passe bien évidemment par, oui, les règles que l'on va proposer, mais ça va passer aussi et surtout par notre attitude à nous. Et point qu'on oublie souvent, sur lequel pourtant j'insiste énormément, moi dans mes formations, c'est que ça passe aussi par la façon dont vous avez justement, c'est en référence avec le point précédent, installé, construit votre environnement. Parce que littéralement, vous avez des environnements qui invitent à être respectés. Et puis, vous avez des environnements et du matériel qui invitent au contraire, malheureusement. Et ça dépend comment l'environnement est constitué, organisé, et de quel matériel, de quel plutôt type de matériel, de quel genre de matériel il est constitué. Donc là aussi, j'aurai plus le temps dans la formation de détailler tout ça. Point 6, attendez, je viens de me prendre une branche. Soyez toujours prêt à répondre à l'appel de l'enfant qui a besoin de vous et écoutez et répondez toujours à l'enfant qui a recours à vous. Je ne vais pas m'éterniser ici sur ce point-là, c'est évident. On répond à la demande d'un enfant, on répond aux besoins d'un enfant. On ne laisse pas un enfant comme ça, sans réponse alors qu'il est en demande. Alors parfois, l'application de ce point peut ne pas être facile. On peut être d'accord sur le principe, et puis concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Donc là aussi, justement, dans la vidéo de formation, je vous partage une astuce que moi j'utilise depuis des années avec les enfants, qui fonctionne super bien, qui évite les frustrations chez tout le monde, qui évite la queue, un peu comme chez le boulanger, là, et qui permet aussi à chacun de sentir d'avoir la certitude, la sécurité intérieure que sa demande, elle a été entendue et qu'on va venir répondre à cette demande, même si c'est pas là tout de suite, maintenant, dans l'instant, parce qu'on est occupé avec un autre enfant. Point 7, respecter l'enfant qui a fait une erreur. Oh, j'aime la neige. Respecter l'enfant qui a fait une erreur et qui peut soit sur le moment se corriger de lui-même, mais arrêter fermement, immédiatement, tout mauvais usage du matériel et toute action qui met en danger l'enfant, son développement ou les autres enfants. Alors, le point ici, il est important. Enfin, ils sont tous importants. Mais ici, on va parler déjà d'erreurs. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, on dit des fautes. Donc, nous, ici, on va parler plutôt d'erreurs. Et la pédagogie Montessori, c'est une culture de l'erreur. Une culture de l'erreur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on accepte que l'erreur fasse partie de la vie. Au contraire, on considère l'erreur comme une chance et j'ai pas envie de dire qu'on se réjouit que l'enfant ait fait une erreur, mais on est là pour lui montrer à quel point ça va l'aider d'avoir fait une erreur. Et à quel point c'est ok de faire des erreurs. Et à quel point c'est normal de faire des erreurs. Et tout le monde fait des erreurs. Je fais des erreurs, vous faites des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Donc déjà, c'est de dédramatiser l'erreur. D'autant qu'en plus, Maria Montessori, elle a créé du matériel où il est autocorrectif, ce matériel-là. Donc, c'est génial. L'enfant, il n'a plus besoin de notre regard. Et ça, c'est important. Je parlerai dans la formation justement du jugement de l'adulte et de la dépendance au regard de l'autre. Par contre, effectivement, Maria Montessori nous dit d'arrêter tout mauvais usage du matériel. Alors, dans la formation, j'explique justement quelles sont les 3 raisons pour lesquelles nous allons intervenir pour justement développer ce que Maria Montessori appelait du non-interventionnisme. Parce que le fait d'être tout le temps sur le dos des gamins dans l'hyper-contrôle, c'est pas bien. Parce que ça va empêcher de leur permettre de construire leur autonomie. Point 8, respecter l'enfant qui se repose. Le droit à se reposer. Même
j'ai envie de dire, allez, est-ce que vous vous donnez le droit à vous reposer? Et je suis sûre que, dites-moi dans les commentaires, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne se donnent pas le droit de se reposer parce que depuis toujours, on nous a dit qu'il fallait être actif, qu'il fallait faire quelque chose et que le fait de ne rien faire, c'était pas bien, c'était mal. On perdait notre temps à ne rien faire. Donc ici, au contraire, Maria Montessori, elle nous dit respecter l'enfant qui se repose ou qui observe les autres travailler ou réfléchit à ce qu'il a fait ou ce qu'il fera. Ne l'appelez pas et ne le contraignez pas à une autre forme d'activité. Aidez ceux qui cherchent une activité et n'en trouvent pas. Donc en fait, l'enfant, on part du principe qu'il ne fait jamais rien. Et que même si il est inactif, il y a plein de choses qui se passent pour lui dans sa tête. Et au niveau de ses émotions, et au niveau de son ressenti, de son corps, etc. On va éventuellement aider l'enfant à trouver une activité, s'il en émet la demande. Donc ça, dans la formation, je vous montre comment faire. Mais par contre, celui qui ne demande rien, j'allais dire quelque chose, mais peut-être qu'il y a des enfants à côté de vous, on le laisse tranquille. Point 9. Alors, point 9, il est plus grand. Les phrases sont plus longues, il y a plusieurs phrases. Donc, on va décortiquer ça. Présenter inlassablement des activités à l'enfant qui les a refusées auparavant. Alors, ici, le mot inlassablement est très régulièrement mal compris. Parce que dans inlassablement, on peut avoir l'idée de j'insiste. J'insiste. En fait, c'est ce que, justement, j'explique ça dans la formation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Je ne suis pas du tout en train d'insister comme une lourdaude pour que, ça y est, enfin, l'enfant s'intéresse à du matériel. C'est pas du tout comme ça qu'on va y arriver. Aidez-le sans cesse à acquérir ce qu'il n'a pas encore et à surmonter ses imperfections. Donc, l'idée ici, c'est de l'encourager. L'encourager, et justement, là aussi, dans la formation, j'explique la différence avec les éloges. Super, bravo, génial. Toutes ces phrases-là sont à éviter, justement parce qu'on cherche à développer l'autonomie émotionnelle de l'enfant. Et c'est pas en donnant notre jugement en permanence qu'il va y arriver. Faites tout ceci en animant le milieu avec soin. Donc toujours le soin à ce troisième éducateur. En ayant volontairement une attitude réservée. Ça, c'est très important, l'attitude réservée. Je l'explique aussi dans la formation parce que, en fait, le problème, c'est que si on est dans une attitude qui prend beaucoup de place, vous ne pouvez pas laisser la place à l'enfant. Et c'est l'enfant qui doit jouer le premier rôle. Nous, on est là comme guide, comme accompagnateur. On n'est pas là dans l'ancienne vision de l'éducation avec le maître sur l'estrade devant un public de 30 gamins qui doivent tous écouter la même chose au même moment. Ça, voilà, c'est pas ça. Donc, en ayant volontairement une attitude réservée, donc, en usant de mots aimables, en étant une présence aimante. Cette présence aimante, elle est importante. Maria Montessori, elle disait que l'enfant avait besoin d'amour et de lait. Et même si on n'est pas parent, même si on est professionnel, si c'est votre cas, l'enfant, il a besoin de votre amour. Alors, ce ne sera pas le même amour que celui de ses parents. Ce sera un amour professionnel. Mais il a besoin que vous vous attachiez à lui. Et justement, dans la formation, j'insiste beaucoup sur la nécessité que les professionnels s'attachent aux enfants. Moi, quand j'entends parfois des directions qui interdisent aux professionnels de s'attacher aux enfants, je hurle au scandale parce que non seulement c'est impossible, pour avoir travaillé avec des enfants, c'est impossible. Et encore bien même, c'est pas souhaitable. Parce que l'enfant, il a besoin d'être attaché au professionnel qui l'accompagne. Et pour ça, il a besoin que le professionnel s'attache à lui. Mais c'est un attachement professionnel, bien évidemment. Faites que votre présence et votre disponibilité soient ressenties par l'enfant qui cherche et demeure cachée à celui qui a déjà trouvé. Alors cette phrase-là, je vais la répéter. Et comme je dis souvent à mes stagiaires, je le dis d'ailleurs dans la formation, vous devriez vous la tatouer, cette phrase-là. Je répète, parce que c'est important. Faites que votre présence et votre disponibilité soient ressenties par l'enfant qui cherche et demeure cachée à celui qui a déjà trouvé. Dans la formation, je vais vous donner un exemple concret d'un enfant qui a remballé un de mes stagiaires. J'étais mort de rire et je me souviendrai toute ma vie de cette expérience-là. Si vous avez déjà suivi des formations avec moi,
vous connaissez l'histoire. Elle est très 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 importante cette histoire parce que ce jour-là, un enfant a remis un adulte à sa place et lui a donné une très grande leçon de vie. Dernier point, traitez toujours l'enfant avec la plus grande politesse et offrez-lui le meilleur de ce dont vous disposez. Alors vous voyez, quand un jour, j'ai entendu une maman qui est venue me voir parce qu'elle était un peu désemparée. Elle m'a dit, écoute Victoria, j'ai mon enfant dans une école Montessori et il s'est passé quelque chose que j'admets pas. Ça passe pas dans mon cœur de maman, c'est trop dur. Et je suis allée voir la direction. Et la directrice m'a dit, mais vous êtes dans une école Montessori ici, hein, enfin rien à voir avec la bienveillance. Et cette maman-là, quand elle m'a raconté ça, j'étais tellement choquée. Parce que, alors oui, quand on ne connaît pas la pédagogie Montessori, on peut peut-être faire des raccourcis, mais j'estime qu'une directrice d'école Montessori, quand même, devrait être un minimum informée. Heureusement, on est bien d'accord que toutes les directrices d'école Montessori ne sont pas comme ça. C'est une exception. Mais pour vous dire que, avec cette dernière phrase, voilà, que c'est pas vrai. La base de la pédagogie Montessori, c'est d'abord la bienveillance. Alors j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, je vois que j'en suis à 20 minutes là. Je m'étais dit pas plus de 10 minutes, tu vas les saouler. Mais c'était important et encore, comme je vous ai dit, dans la formation, je vais encore beaucoup plus loin. Donc si vous avez compris que Montessori, c'était pas seulement ce qu'on voyait sur Pinterest et que vous avez envie d'aller plus loin, je vous laisse vous inscrire dans la formation. Je mets la description, l'inscription dans la barre de description, je vais y arriver. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, je me casse la figure, vous a plu, vous a inspiré, si vous avez bien aimé mon jardin, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À la semaine prochaine.